Quoi de neuf, les amis de Vedette? C'est Patrick qui vous parle. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo vraiment très spéciale. C'est un projet sur lequel je travaille ardemment depuis plusieurs mois et il s'agit des célèbres momies de Nazca. N'oubliez pas de liker Vetters, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Maintenant, passons au sujet. Les momies de Nazca ont été un sujet de débat brûlant, Joe Rogan étant l'une des voix les plus éminentes à les soutenir. Peu importe ce que c'est, il n'y a absolument aucune putain de chance que les gens de cette époque-là aient pu truquer ça. Mais certains ne sont pas entièrement convaincus de leur provenance. Que pensez-vous de ces momies tridactyles découvertes au Pérou? Bon, alors j'ai toujours été très ouvertement critique à leur égard. Et d'autres personnes l'ont également soutenu. Les momies de Nazca, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on aura une réaction très forte, presque instinctive, face à quelque chose d'aussi incroyablement profond que l'idée qu'il s'agit d'intelligence non humaine momifiée. Mais quand on examine réellement les scanners et les radiographies, on commence à se rendre compte que cela ne peut pas être truqué. On ne peut pas truquer le cartilage osseux. On ne peut pas truquer les capillaires, les valves cardiaques et un fœtus à l'intérieur du corps. Alors... c'est vraiment dingue. Franchement, c'est dingue. Certains d'entre eux contiennent des œufs, d'autres des fœtus. Et certains sont absolument convaincus que c'est la chose authentique. Et Jesse Michaels est réellement allé au Pérou et il a vraiment vu ces choses et les a manipulées en pair en personne et il a dit que c'était putain de surréel. Il a affirmé que ce sont de véritables créatures. Quoi qu'elles aient pu être, c'est une chose bien réelle et elles ressemblent très exactement à un alien. Mais dans cette vidéo, je vais aborder un aspect des momies de Nazca dont personne ne parle actuellement. Quelque chose qui, si cela s'avérait vrai, transformerait complètement la discussion autour de la découverte de Nazca et, ce qui est encore plus important, l'humanité tout entière, pour toujours. J'ai passé des mois à réaliser des entretiens avec des personnes directement liées aux momies de Nazca. Le journaliste Hoyes Mantala, le docteur José Benitez, le docteur Roger Zuniga est l'une des voix les plus importantes concernant les momies de Nazca, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Son nom est Gonzalo Chavez, et c'est sa toute première interview, la toute première qu'il ait jamais donnée. Et ce qu'il avait à nous dire est au cœur même de ce que ma vidéo aborde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous en prie. Passez une très bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, putain de merde! Et comme je l'ai déjà dit, personne, et je dis bien personne, ne couvre la révélation concernant les momies de Nazca que je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais pour vous raconter cette histoire comme il se doit, il est nécessaire de vous donner quelques éléments de contexte au préalable. En 2017, une série de petits corps desséchés ont fait surface dans la région de Nazca, au sud du Pérou, une zone déjà célèbre pour ses anciens géoglyphes. Ces spécimens recouverts d'un revêtement poudreux blanchâtre, arborés des crânes allongés, de grandes orbites oculaires, ainsi que des mains et des pieds dotés de 3 longs doigts. Les individus qui les ont présentés ont nommé plusieurs de ces figures, Maria, Josefina, Montserrat et d'autres, et les ont décrits comme datant d'une période s'étendant entre 15 000 et 2000 ans. Les premiers scanners et les radiographies initiales semblaient mettre en évidence une structure osseuse continue, des implants métalliques inhabituels dans certains cas, et dans une situation ce qui était décrit comme des embryons ou des œufs. Les promoteurs de ces fameuses découvertes, notamment le journaliste mexicain Jaime Maussan, ainsi que la plateforme médiatique Gaia, ont fait réaliser des analyses approfondies au sein de laboratoires situés au Mexique, en Russie et au Canada. Les rapports de ces études suggéraient qu'une portion significative de l'ADN récupéré ne correspondait pas à des espèces terrestres connues, et certains chercheurs soutenaient que l'anatomie serait difficile à fabriquer de manière convaincante. Parallèlement, les autorités péruviennes, des archéologues légistes de l'Université nationale d'Ica ainsi que le ministère de la Culture ont mené leurs propres examens. Leurs conclusions publiées affirment que la majorité des spécimens sont des constructions composées. Les extrémités à 3 doigts sont assemblées à partir d'os humains, de lamas, de chiens et d'oiseaux, maintenus ensemble à l'aide de colle synthétique moderne. La couche externe est composée de peau animale ou d'une pâte à base de gélatine recouverte d'une couche de terre de diatomée. Et les crânes sont d'authentiques crânes humains d'époque précolombienne qui présentaient à l'origine une déformation induite culturellement.
Les datations au carbone 14, allant du 3e au 5e siècle après Jésus-Christ, confirment l'âge des os d'origine, mais pas celui des assemblages finaux. Des scientifiques péruviens ont confirmé que les prétendues momies extraterrestres sont en réalité des poupées fabriquées à partir d'os. Ces poupées avaient été saisies initialement dans la capitale, Lima, en octobre de l'année dernière. Les scientifiques affirment qu'il n'y a aucune vérité dans la théorie selon laquelle des extraterrestres auraient aidé à construire d'anciens monuments incas comme le Machu Picchu, qualifiant ces idées de purs contes de fées. Le dossier est demeuré très controversé et ce n'est là que l'opinion des sceptiques aussi, n'est-ce pas? Les partisans continuent de présenter de nouveaux spécimens ainsi que des témoignages, plus récemment lors de sessions tenues au Congrès mexicain en 2023 et 2024, soutenant avec insistance qu'au moins une partie de ces corps est biologiquement authentique et mérite une étude scientifique ouverte et plus approfondie. Les critiques, y compris la majorité des archéologues universitaires et l'État péruvien, considèrent les momies modifiées comme des créations récentes, fabriquées à partir de restes ancestraux pillés, une pratique qui enfreint les lois sur le patrimoine national, si c'est avéré, bien sûr. Fin 2025, aucun consensus n'existe au sein de la communauté scientifique élargie selon lequel les spécimens tridactyles de Nazca représenteraient une espèce jusqu'alors inconnue ou une intelligence non humaine. Les enquêtes se poursuivent de part et d'autre, et ce débat constitue un exemple éloquent des difficultés qui surgissent quand des allégations extraordinaires se heurtent au processus rigoureux et souvent lent de vérification scientifique. Eh bien, des scientifiques mexicains sont en train de lever le voile sur ce qu'ils pensent être des extraterrestres et ils ont mis 2 de ces corps en exposition. Regardez, ces petits spécimens momifiés ont été dévoilés lors de la toute première audience sur les ovnis du Mexique hier. Oui, on dirait ET, vous avez raison. Les corps présumés d'aliens ont été trouvés au Pérou. On estime qu'ils ont entre 700 et 1800 ans. Ils n'avaient que 3 doigts et des têtes allongées. Des radiographies des aliens ont aussi été montrées et des experts affirment que l'un des corps contient des œufs. Peut-être qu'on va avoir des bébés aliens. Il se passe beaucoup de choses au Pérou. Oui. C'est exact. Alors, est-ce que c'est vraiment réel? Les gens y croient-ils vraiment? Je ne sais pas moi, mais comme le dit Leslie Lopez, nous voulons des échantillons d'ADN. Oui? Bon, mince. Et puis on découvrira un jour que les extraterrestres ne ressemblent en rien à ce qu'on croyait. Ils ne ressemblaient en rien à ET. On dirait vraiment une sculpture en pierre. C'est vraiment ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai aucune idée. L'analyse de l'ADN des momies a été un point central de vives controverses. Ses promoteurs, parmi lesquels le journaliste Jaime Maussan et des chercheurs de l'Université nationale San Luis Gonzaga d'Ica, affirment que les données génétiques obtenues indiquent des origines non humaines ou hybrides. Des sceptiques, parmi lesquels des experts légistes péruviens et des généticiens indépendants, soutiennent que les résultats reflètent des échantillons dégradés, contaminés ou manipulés provenant de sources terrestres, ce qui est compatible avec l'idée que ces momies sont des fabrications modernes à partir de restes humains et animaux. Un exemple particulièrement intéressant, provenant d'une analyse effectuée en 2017 par le laboratoire Paleo-DNA de l'université Lakehead, a permis de conclure qu'en analysant les os et les tissus de spécimens anciens, le laboratoire a trouvé 100% d'ADN humain. En fait, ils ont été surpris lorsque Maussan a cité leurs travaux lors des auditions du Congrès en 2023, car les résultats contredisaient les affirmations extraterrestres ou non humaines. Le laboratoire a noté l'ancienne dégradation des échantillons, mais aucun signal extraterrestre ou non humain. Et ils ont ajouté, pour mener à bien cette analyse, le laboratoire Paleo-DNA a reçu un fragment d'os ainsi que de la matière cérébrale que Frappiero a décrite comme de la terre Grimlers. De plus, on leur a fait parvenir une photographie d'un corps et une autre de 2 crânes allongés présentant d'énormes orbites oculaires, mais pas les corps ou les crânes eux-mêmes. Lors de son examen, le laboratoire Paleo-ADN a découvert quelque chose d'autre d'important. Les 2 échantillons étaient très endommagés et ont pu être contaminés par de l'ADN moderne, probablement lors de leur excavation, de leur stockage ou de leur expédition. Manipuler des échantillons peut absolument les contaminer, dit Frappiero. Lorsque nous recevons des échantillons osseux, nous essayons d'éliminer la contamination de surface. Mais on ne peut pas toujours le faire entièrement et on ne peut pas décontaminer les échantillons de cerveau. Il y avait une deuxième raison possible à l'ADN contaminé. Les échantillons auraient pu être un canular, dit Frappiero. En fait, Maussan et ses adeptes ont été précédemment accusés d'avoir assemblé des ossements humains et animaux pour fabriquer des créatures qu'ils prétendent être d'origine extraterrestre ou surnaturelle, telle la fée démoniaque qu'ils ont présentée au public en 2016.
Après que le laboratoire Paléo-DNA a remis ses résultats à son client en 2017, ils n'ont plus eu de nouvelles de l'affaire Nazca jusqu'à ce qu'elle soit rendue publique lors de la réunion de l'UAP en 2023. Cependant, une perspective vraiment excitante pourrait être une collaboration avec Colossal Bioscience, la firme à l'origine des efforts de déextinction, comme pour le mammouth laineux, en vue du séquençage complet du génome de certaines momies sélectionnées. Alors, si de nouvelles images crédibles venaient à émerger du séquençage génétique actuellement réalisé par Colossal Bioscience, cela pourrait changer la donne. Mais pour l'instant, rien ne s'est produit. Ben Lamb, le fondateur de Colossal, a déclaré ceci le 5 novembre. Pour être clair, compte tenu des capacités d'analyse computationnelle de Colossal et de nos protocoles d'extraction d'ADN anciens, nous serions ravis de procéder à des prélèvements et à des analyses, mais seulement si le gouvernement péruvien l'approuvait et souhaitait que nous le fassions. Nous ne travaillons pas sur ce projet pour le moment, mais nous serions ravis d'apporter notre aide si on nous le demandait. Et voici Ben Lamb qui va nous en dire un peu plus en détail. Jesse Michaels, je ne sais pas si vous savez. Je le connais. Oui, alors, c'est un gars génial, un entrepreneur brillant, un gars de la tech. Il a maintenant une chaîne YouTube et un podcast, et il travaille sur ses tridactyles. As-tu déjà vu... T'es-tu penché sur ces momies péruviennes? T'es-tu enfoncé dans ce terrier de lapin? Intéressant quand même. Faut descendre de ce lapin. Momies péruviennes. Donc des momies existaient vraiment à l'époque? Oui, alors, il y a ces corps momifiés, n'est-ce pas? Que je pense, c'est genre Tridactyl Zorg ou quelque chose. Vous pouvez le trouver. C'est vraiment très simple à dénicher. Et donc, Jesse m'a appelé, n'est-ce pas? Et m'a dit, hey, tu sais, as-tu vu ce truc tridactyle? Et c'est en fait, il y a ces figures humanoïdes qui ont été découvertes au Pérou. Et il y a un peu de controverse et de folie autour de tout ça. Mais ce sont ces figures humanoïdes qui ont, tu sais, 3 doigts au lieu d'avoir ce que nous avons. Ouais. Et ils sont plus petits. Je veux dire, on dirait qu'ils sortent tout droit d'un film comme Rencontre du troisième type. Genre, je veux dire, c'est exactement à ça qu'ils ressemblent, n'est-ce pas? Et donc, c'est complètement fou. Du coup, il y a toutes sortes de théories du complot à ce sujet et autres, ce qui est plutôt intéressant. Mais tu sais, Jesse m'a appelé et il m'a dit, écoute, j'ai fait énormément de recherches là-dessus. Et j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On a fait des études IRM, on a fait toutes ces choses. C'est comme moi, et c'est Jesse qui parle, il dit, je crois qu'ils sont réels. Et je me suis dit, eh bien oui, Jesse est un gars intelligent, n'est-ce pas? Et je le connais plutôt bien. Et donc j'étais là, j'ai dit, alors écoute, tu sais, c'est de l'ADN ancien, parce qu'ils pensent qu'ils ont environ 10 000 ans, s'ils sont réels. Non, je ne sais pas s'ils sont réels. Je ne peux pas affirmer ça, parce que je n'ai pas vu les données. Et j'ai dit, écoutez, si vous pouvez obtenir les bons permis pour nous les exporter, on va carrément les séquencer, d'accord? Et donc ça revient à ce truc de culture pop, genre certaines personnes diraient, oh non, ça c'est controversé, ou ça ressemble à des aliens. Non, il est bizarre. Genre, vous êtes une entreprise scientifique. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Mais je crois juste que nous ne savons pas tout, n'est-ce pas? Et nous apprenons de nouvelles choses tous les jours. Alors j'ai dit à Jesse, j'ai fait, écoute, nous avons un laboratoire d'ADN ancien. Nous avons sans doute le meilleur laboratoire de biologie computationnelle au monde entier. Et donc si tu peux nous obtenir les échantillons et les apporter comme il faut, parce que c'est un autre problème avec les échantillons, n'est-ce pas? Il faut suivre la bonne chaîne de traçabilité. Il faut absolument s'assurer d'avoir le soutien du gouvernement des deux côtés. Et si vous pouvez obtenir ce soutien du gouvernement péruvien, car il y a eu des controverses à ce sujet où tout le monde, n'ayant pas prélevé d'échantillons du Pérou, n'a pas eu cette autorisation. Donc, tant que nous avons l'autorisation du gouvernement, que les gens veulent que nous le fassions, bien sûr, je vais le faire avec notre... Vous savez, nous avons le meilleur ADN ancien parce que vous savez, une situation, c'est quelque chose de fou. Une autre situation est que c'est faux. Une autre situation est que c'est une étrange mutation autour d'une population humaine. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant et c'est un travail minimal pour nous. Oui. Alors, je suis un grand adepte de tout examiner. Par exemple, on reçoit toutes sortes de choses un peu folles. Et que je ne devrais pas dire folles, mais je dirais probablement que chaque semaine, on reçoit genre des Sasquatch, des emails de Bigfoot, de Yeti, du genre G7 échantillons. On peut l'échantillonner. Vous savez, ouais. Et vous savez, on ne peut pas tout échantillonner, mais si c'est quelqu'un comme Jesse qui appelle. Quelqu'un comme Jesse? Mais c'est fiable. Oui, c'est d'une source crédible. Et soit on les connaît personnellement, soit elle a fait preuve d'une certaine rigueur scientifique et alors on s'y intéresse. C'est probablement une fraction de 1% de ce que nous faisons. Mais ça revient au fait que nous sommes assez ouverts d'esprit chez Colossal. Nous essayons et nous adoptons une approche différente pour toutes les sciences. Je dis respect, honnêtement. Mais, et c'est un grand mais, la chose la plus intéressante que j'ai découverte à propos de ces momies, c'est qu'elles sont toujours vivantes. C'est exact, vous m'avez bien entendu, elles sont toujours vivantes. Il y a des momies qui courent en ce moment vivantes, des tridactyles vivants. À 3 heures du matin. Une lumière à la fenêtre, maintenant je lève les yeux vers lui, un extraterrestre. C'était en plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin. À 3 heures du matin.
des affirmations récentes émanant de huaqueros péruviens, des pilleurs de tombes, tels Leandro Rivera, qui aurait rapporté aux chercheurs avoir entrevu des silhouettes en mouvement durant des fouilles. Des anecdotes similaires apparaissent dans les émissions spéciales de Gaia TV et les présentations de Jaime Maussan, où des témoins décrivent des êtres pâles, à 3 doigts, fuyant les lumières dans des cavernes, parfois liées à une activité ovni. Et même Gonzalo Chavez, l'homme qui m'a aidé à obtenir les entretiens que je vais vous montrer en partie aujourd'hui, a dit qu'ils sont toujours en vie. Il l'a confirmé. Tout le monde se concentre sur différentes parties de ça, de ces momies, de ces tridactyles. Mais je veux me focaliser sur quelque chose de différent que je trouve le plus intéressant dans tout ça. C'est juste les histoires que, vous savez, certains de ces êtres sont encore en vie. Les efforts probables que nous ayons toujours à faire à des organismes vivants. J'ai donc interviewé le Dr José Sals Benitez, qui est présenté ici dans le documentaire de Jesse Michaels, pour lui poser des questions sur ces êtres vivants. Sa réponse fut intéressante. Après avoir manqué plusieurs entretiens et m'avoir fait attendre environ 30 minutes pour celui-ci, il a finalement montré le bout de son nez et j'ai pu lui demander « Ces êtres sont-ils encore en vie? » Parce que dans mon esprit, s'il y a des êtres tridactyles vivants, sortez-en un et mettez fin à cette mascarade ici et maintenant et mettons-y un terme et prouvons-le une fois pour toutes. Ce serait un moment mémorable. Quelque chose de très intéressant que j'ai entendu à ce sujet, c'est que, paraît-il, certains d'entre eux seraient encore en vie et que des personnes les auraient aperçus bien vivants. Est-ce que cela correspond à la vérité? Je ne saurais pas vous le dire. Du moins, je n'en ai pas de traces. Et dans les études et les analyses que nous avons faites, eh bien, nous n'avons trouvé aucune espèce ni aucun spécimen qui ait été découvert vivant. De tous les corps que nous avons étudiés, de tous les corps sur lesquels des échantillons ont été prélevés et que nous avons soumis à des études et des analyses, tous sont morts et tous ont une ancienneté de plus de 1000 ans. Pour ceux qui disent qu'ils sont vivants, eh bien, comme tu le dis toi-même, qu'ils les présentent, qu'ils les voient, qu'ils les filment, qu'ils les montrent au monde, ça ne me regarde pas. Je n'en ai vu aucun. On m'en a parlé, mais je n'en ai vu aucun. Alors le bon docteur nie l'existence de ces tridactyles encore en vie, ce qui donne l'impression qu'il prend ses distances, car comment ne le saurait-il pas? Il est profondément impliqué. Alors pourquoi cette divergence? Qui dit la vérité? Juste une autre couche de mystère pour embuer la fenêtre de la vérité. J'ai déjà diffusé mon entretien avec le Dr Roger Zuniga Avilés, où il a fait des révélations bien plus importantes concernant les momies qui seront dévoilées dans le futur. Des êtres ailés, des êtres avec une sorte d'aileron de requin sur la tête et même un être géant. Enfin, seulement le crâne. Et le plus choquant est un être qui ressemble étrangement à la créature du film Alien. C'est ça, un enfoiré aux dents acérées, à la queue battante, allongé, à tête de mort. Et il y a 10 000 ans. Franchement, il est temps que ça cesse. Voici quelques exemples. La grande tête, ça a été révélé maintenant. Et ces êtres, avec leur longue queue, leur crâne allongé, leur croc et tout ce qui va avec, vous savez, ils ont déjà diffusé des images. Et par coïncidence, l'homme qui a présenté la grande tête est le même qui a découvert les momies au départ. Et c'est aussi le même qui a affirmé en avoir vu certaines vivantes. Et il s'avère que cette grande tête est en fait fabriquée. C'est un faux. Il nous a envoyé plusieurs photos et vidéos d'une énorme tête humanoïde qu'il prétend authentique. Il nous en parle depuis des mois. Sur les images que nous avons reçues, on peut voir un énorme crâne recouvert de terre de diatomée. Il mesure 55 cm de hauteur et 1,60 m de circonférence. Mais s'agit-il d'un véritable crâne? Mario affirme que oui. Cependant, cette curieuse relique me procure une sensation plutôt étrange. Elle ressemble davantage à un masque qu'à une tête momifiée. J'ai demandé à José d'enquêter discrètement sur Mario et de lui demander d'attendre. Si l'on parvient à récupérer cette tête, et si elle est authentique, elle sera sans aucun doute d'un très grand intérêt culturel et historique.
Mon entretien avec Ois Mantilla était bon, mais il ne parlait que de choses que vous avez déjà vues dans d'autres interviews, à l'exception de cette partie où il évoque Colossal et leur implication. Bien sûr, nous savons maintenant que cela ne s'est pas encore produit et ne se produira probablement pas de sitôt. J'espère me tromper. Oui. Je ne sais pas si tu as entendu parler du laboratoire génétique Colossal. Ah oui, c'est ça, Colossal Bioscience ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Colossal Bioscience. Oui, c'est tout à fait ça. Rien, c'est ça, c'est... Colossal Bioscience, non, qui a ramené à la vie un petit loup qui était éteint depuis plus de 10 000 ans. Oui. Colossal Bioscience a le loup terrible, bien sûr. Colossal a une équipe, un groupe de scientifiques de très haut niveau et ils sont intéressés par l'ADN des êtres tridactyles. Évidemment, s'ils manifestent un tel intérêt, c'est qu'ils ont déjà eu accès à certaines informations qui leur donnent des pistes claires sur le fait que nous sommes sur la trace de quelque chose de très intéressant et d'unique. Ouais. Ils ne vont pas se jeter dans une piscine sans eau. Oui, oui, absolument. Alors, non, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Parfois... Et on verra ce que ça donne. Parfois, je me demande vraiment s'ils vont essayer de faire la même chose de faire la même chose, un peu comme le Direwolf, vous voyez. Enfin, ce serait hallucinant. Ce serait hallucinant. Alors, ces êtres sont-ils vraiment réels? Eh bien, vous rappelez-vous quand Jesse Nichols a parlé de Michael Mazzola, l'une des personnes à l'origine du documentaire sur les momies de Nazca, intitulé « Ceci n'est pas un canular ». Une divulgation aux conséquences catastrophiques est en cours en Amérique latine. Un grand merci à notre incroyable ami Michael Mazzola qui sortira un documentaire épique sur les momies plus tard cet été. Ce documentaire s'intitulera « Ceci n'est pas un canular ». Eh bien, le documentaire n'est pas encore sorti et je crois bien avoir compris pourquoi. Le film de Michael suit de près Josh McDowell et son père. Et après avoir examiné attentivement certaines choses que Josh McDowell a dites récemment, je ne pense pas que les McDowell soient vraiment convaincus, d'une manière ou d'une autre, que ce n'est pas un canular, ce qui rendrait le titre de leur film « Ce n'est pas un canular » très difficile à sortir, n'est-ce pas? Aqui avait au Peru qu'on affirmait qu'ils étaient des faux. Avez-vous constaté qu'ils étaient des faux? Pas à ce stade, ils sont bien réels, on peut les toucher, on peut les sentir, on peut les examiner. Nos examens sont en quelque sorte limités par les positions qu'ont adoptées les corps au cours du processus de momification. Et aussi, comme vous le savez, ils sont recouverts de terre de diatomée, ce qui rend difficile de visualiser directement les structures anatomiques. Ces corps, malheureusement, n'ont pas été découverts par ce que l'on appelle l'archéologie classique, et c'est précisément cela qui a créé un problème si important pour un si grand nombre de personnes. Je pense que cela est vrai. Il aurait été idéal si elles avaient été vues dès le début et identifiées pour ce qu'elles sont réellement des artefacts archéologiques, afin d'obtenir des archéologues hautement respectés, très compétents et parfaitement informés pour venir sur place et collecter les vestiges d'une manière tout à fait appropriée, les transporter sans qu'ils subissent le moindre dommage et ensuite, comme vous l'avez mentionné, les conserver dans un lieu de stockage où toute dégradation est peu probable. Et nous n'avons pas de localisation précise, ce qui fait que les archéologues n'ont pas pu se rendre sur place pour faire des recherches et des fouilles afin de trouver d'autres éléments. Vous savez, y a-t-il de la céramique, des outils, une forme d'écriture? Y a-t-il quelque chose de cette nature que nous pourrions examiner pour en apprendre davantage sur ces corps? Et ce site n'existe pas. Je ne pense pas que nous le trouverons un jour. Mais c'est dommage car il semble que ce soit un élément absolument central, un élément clé pour élucider ce mystère. Et non seulement cela, mais parce qu'il n'y a aucun site physique à examiner, cela ouvre également la porte aux sceptiques pour affirmer que tout ceci n'est qu'une supercherie. J'ai entendu dire que, vous savez, ces objets auraient pu être fabriqués à l'époque moderne, qu'ils ne sont pas réellement anciens. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je veux dire, il faut qu'on garde l'esprit ouvert. On sait qu'il y a des... disons que ce sont des corps. Je pense que le terme « card » est une utilisation un peu libre du mot, mais je vais dire « guard » ici. Il y a des corps qui ont été fabriqués, ou juste assemblés. Au final, écoutez, faites-vous votre propre opinion. Je tiens à remercier tout particulièrement Gonzalo Chavez pour son aide à l'organisation de ces entretiens. Honnêtement, je n'aurais pas pu obtenir ces entretiens sans lui, alors un grand bravo à lui. Et n'oubliez pas de suivre son compte pour les mises à jour sur les momies.
Je vais mettre un lien juste en dessous dans la description vers le site web et toutes les informations pour que vous puissiez rester informés de tout ça. Vous savez, tout le monde se concentre sur des aspects différents de ça. Vous savez, de ces momies, vous savez, de ces tridactyles. Mais moi, je veux me concentrer sur quelque chose de différent que je trouve le plus intéressant dans tout ça. Ce sont juste les histoires que, vous savez, certains de ces êtres sont encore en vie, n'est-ce pas? C'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu en sais? Une fois que j'ai pu faire la connaissance des professeurs comme le Dr Zuniga, et puis en allant discuter avec les personnes qui travaillent à l'Institut Intiaï, ils étaient en fait les gens de l'Institut Intiaï, racontaient des histoires qu'ils avaient vécues. Donc, dans l'un des cas, vous savez, ils ont eu l'impression d'établir une sorte de communication. Par exemple, ils roulaient vers un site de découverte et tout d'un coup, leur téléphone se comportait bizarrement. Et pour eux, c'était comme un indicateur qu'ils étaient surveillés, vous savez. Et donc, j'ai entendu des cas de musique. Ils ont entendu de la musique venant de sites de découverte ou près de l'endroit où le site de découverte supposé se trouve. Et c'est censé être au milieu de nulle part. C'est à ce moment-là que je me suis dit, eh bien, il est plus que probable que nous ayons encore affaire à des organismes vivants. Et puis, si vous lisez le livre de Terry Tamin qu'il a publié au sujet de cette découverte, il y a parlé des pilleurs de tombes et des gens qu'il a appris à connaître, qui ont réellement trouvé le vrai site de la découverte et qui racontaient avoir vu de la vie des êtres encore en marche. Ce qu'on entend, c'est plutôt des systèmes de grottes, ou qu'on les trouve dans des grottes. D'après ce que je comprends, il s'agit en fait de systèmes de tunnels dans la région de Nazca, Balkan, Ica. Et donc c'est là qu'il semblerait qu'il puisse y avoir des systèmes de tunnels souterrains qui mènent à une cité souterraine encore inexplorée. Et si vous écoutez nos ancêtres, ils en parlent de l'existence de cités souterraines. Donc oui, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre sur les êtres vivants. Quand on parle d'êtres vivants, de quels êtres s'agit-il? Les êtres à 3 doigts. Vous savez, ces êtres plus grands, comme vous savez, Montserrat et Maria et tout ça, comme ces genres d'êtres. Oui, alors les plus courants pour lesquels ils semblaient recevoir des signalements étaient des tridactyles de 60 cm, ou disons les plus controversés. Et ensuite, les humanoïdes, ceux qui ressemblent à Maria, Montserrat, Santiago. Et Blaze. Il y a en fait ce qui est un ingénieur et un paléontologue. Il s'appelle Klaus. Il emmenait des gens dans le désert pour le faire protéger en tant que patrimoine national pour l'UNESCO. Il a raconté que lorsqu'ils se sont rendus là-bas la nuit, lui et une équipe d'archéologues étaient simplement en train de discuter de leur projet. Quand tout à coup, un ovni, en quelque sorte, a survolé leur position, puis il s'est posé. Et des créatures qui, selon lui, ressemblaient à Paria en sont sorties. Et en gros, elles leur ont dit « Nous vous remercions d'avoir essayé de protéger vous savez, l'endroit où nous vivons. Nous vivons ici depuis des milliers d'années. » Et il a dit que c'était en 2014, donc c'était environ 3 ans avant la découverte du spécimen Maria. Alors, quand ce spécimen a été découvert, il s'est dit, moi, ça ressemble exactement à ce que j'ai vu me rendre visite quand j'essayais de protéger ce désert, parce qu'ils essayaient apparemment de transformer le désert en une zone de course. Est-ce que c'est lui qui faisait une présentation avec le grand écran de projection derrière lui? Et n'est-ce pas, est-il un paléontologue autodidacte? Oui, donc selon lui, son passe-temps, c'était toujours de faire de la paléontologie. Il leur a dit qu'ils avaient des têtes allongées, très similaires, n'était-ce une à celle de Maria avant même que Maria n'existe, avant que Maria ne soit publiée. Mais ce qui a le plus retenu notre attention à ce moment-là, pendant que nous l'observions, c'est que des deux côtés, des sortes de boules lumineuses ont commencé à émerger. Nous en avons compté 14 au total, et elles ont commencé à partir dans différentes directions à très grande vitesse. C'est alors que j'ai pris conscience qu'il s'agissait de 2 êtres. Il était évident qu'ils n'étaient pas humains car leur tête était allongée. Plus précisément, leur tête était ronde, mais elle se terminait légèrement en pointe. Ils étaient minces avec des bras très longs qui atteignaient presque les genoux. J'estime qu'ils mesuraient approximativement entre 2,20 m et 2,30 m de hauteur. Je ne suis pas issu du milieu ufologique ou extraterrestre. Je me consacre entièrement à ma passion qui est la paléontologie. J'ai tenté d'observer la forme des crânes qu'ils possédaient et ils étaient très similaires aux têtes que nous voyons à Paracas.
C'était une tête allongée vers l'arrière, avec de très grands yeux, des yeux immenses. Le cou était également très allongé. Ils étaient aussi de très grande taille. 2,20 m, 2,30 m, je calcule, des bras longs, très fins, et ça ressemblait, comme je l'ai dit, beaucoup à la tête qui est ici sur le côté droit. C'était comme s'ils étaient complètement blancs. S'ils portaient des combinaisons, je l'ignore. Très bien. Dans ces communications télépathiques, il y avait de nombreux messages. Tout d'abord, n'ayez aucune crainte. Nous sommes vos frères. La première chose qu'on m'a dite fut, nous savons qui vous êtes et ce que vous faites. Eh bien, quand je leur demande d'où ils viennent, ils me répondent, nous vivions ici il y a des milliers d'années. Et puis, en ce qui concerne les tridactyles de 60 cm, ce que j'entends dire, c'est qu'ils ont tendance à apparaître la nuit, qu'ils émergent en quelque sorte du sous-sol. Et pour ce qui est des tridactyles d'apparence humaine, j'entends fondamentalement la même chose. Ah, mais on parle aussi d'eux sortant de sources d'eau. Donc, c'est en fait la même chose que ce que vous avez aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont transmilieux. Est-ce que c'est clair? Ouais, alors, on parle des plus grands, tu sais, les tridactyles, et puis des tout petits, c'est bien ça? C'est exactement ce que tu es en train de dire. Oui, on parle de ceux montrés au Congrès mexicain que les gens disent presque impossible. Ça. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc, certains de ceux qui ont été montrés en septembre 2023 lors de l'audience du Congrès à Mexico sont ceux qui sortent la nuit. C'est ce que tu dis, j'ai compris. Oui, la même chose avec les tridactyles humanoïdes, parce qu'ils sont lesquels? Répétez ça, pardon. Comme Maria Montserrat Santiago, compris. Sébastien, oui, ceux-là sont apparemment... D'après ce que je comprends, ces créatures sortent la nuit. C'est absolument choquant, ce mec. C'est tellement fou, c'est complètement dément. Donc, quand tu nous expliquais tout à l'heure qu'ils entendaient de la musique et des choses comme ça, tu es en train de nous dire que ce sont les pilleurs de tombes qui jouaient de la musique ou les tridactyles qui jouaient de la musique. Oui. Donc, je l'ai compris comme les tridactyles. En fait, ils sont comme, ils pénètrent dans ces systèmes de tunnels et puis ils ont leur propre genre de musique. Oh mon Dieu. Donc, ils se sont retrouvés avec un petit groupe. Si vous lisez un livre intitulé El mensaje de Nazca de David Velasco, il a en fait parcouru l'Amérique du Sud en parlant à des gens parce que son idée était la suivante. Si ces spécimens sont réels, les descendants vivants des peuples Nazca, toutes ces tribus qui auraient coexisté avec ces êtres ont des récits oraux à leur sujet. Donc, en fait, il a commencé à faire ça. Et ce qu'il a fini par apprendre, c'est que ces spécimens sont là, en gros, depuis toujours. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'il y a eu une époque, je trouve ça vraiment incroyable, vous voyez. Donc, en fait, sa recherche, il y a eu un temps avant l'existence de la Lune. Et puis, la Lune est arrivée un beau jour. Tout d'un coup, il y a eu, disons, une catastrophe mondiale, des inondations, des dégâts, la destruction. Et ces êtres sont venus et ils ont, en quelque sorte, commencé à enseigner aux gens, vous savez, comment survivre à ce désastre. Certains d'entre eux voulaient aller vivre dans l'océan. Certains d'entre eux voulaient aller vivre sous terre. Et certains d'entre eux voulaient aller vivre sur la Lune. Alors, en fait, le plus ancien écrit qu'il a pu trouver, qui était rédigé, était des Espagnols. C'était un manuscrit où cet homme décrit qu'il se trouvait à l'intérieur de sa maison et il était genre une sorte de prêtre et puis tout d'un coup il y a eu il a dit que le soleil était apparu en plein milieu de la nuit et il est sorti de sa maison et il a vu ces êtres, les tridactyles à forme humaine. Il a eu peur, il est rentré chez lui. Tu sais, il a essayé de se protéger et ils sont juste partis. Mais il l'a écrit dans un manuscrit à propos de cet incident. Et d'après David, il semble que ce manuscrit, il l'a écrit à la troisième personne, comme s'il essayait de dire que c'était lui-même. Est-ce que ça a du sens? Oui, c'est tout à fait exact, oui. Donc, quoi qu'il en soit, alors il a continué sa route. Ah oui, ce voyage. Et découvert en fait à travers certains manuscrits qui font mention d'un prince, d'un roi Inca qui aurait eu une rencontre avec Viracocha. Et si vous avez bien compris, Viracocha il est censé être en gros un tridactyle de 60 cm. Tu sais, c'est controversé, ouais. Et que cet être est sorti de l'océan. Il a atterri juste devant lui et a eu une rencontre avec avec ce roi. Et ce roi était sous le choc. Il n'a pas pu dormir pendant plusieurs jours. Alors, il a demandé à son peuple de fabriquer une statue de cet être. Et cette statue fut ensuite fabriquée entièrement en or pur. Elle était posée sur un banc qui était également fait d'or pur. Et ensuite, lorsque les Espagnols sont arrivés, ils ont aperçu cette sorte de statue et ce banc. Ils l'ont emporté avec eux
Donc, ce qui a été enregistré, c'était en quelque sorte le poids de l'or qu'il y avait dans, disons, la statue, enfin le banc. Pas la statue. Donc, on a beaucoup d'Espagnols qui ont découvert des preuves de ces choses. Vous savez, quand ils travaillaient la terre de la région. Wow. Oui, donc ils sont présents ici depuis des centaines de milliers d'années. Donc, il ne s'agit pas qu'ils aient divergé de la lignée humaine, mais plutôt qu'ils représentent une race à part entière avec leur propre origine. Oui, c'est comme ça que je le vois. Je sais que les chercheurs discutent. L'équipe de Jaime, c'est là qui j'ai le plus parlé, parlera d'hybrides. C'est la même chose avec l'Institut Ingari. Ils parleront de ce qu'ils appellent des hybrides. Moi, personnellement, je ne crois pas que ce soit des hybrides. Moi, personnellement, je pense qu'on a simplement affaire à une espèce différente qui a évolué parallèlement aux êtres humains et ils ont toujours été présents ici. Et selon ces histoires orales, la Lune est une structure artificielle que ces êtres ont créée. Et quand ils ont besoin de réinitialiser le monde, parce que je suppose nous nous comportions mal, ils la déplacent tout simplement. Et cela provoque alors des catastrophes pour nous. Oh, attends, d'accord. Alors, c'est eux qui ont créé la Lune et après quoi? Oui, c'est ce que raconte leur légende transmise oralement, oui. Oui, d'accord. Oh, c'est intéressant. Donc, oui, selon leur légende, ils ont créé la Lune. C'est une structure artificielle et ils peuvent contrôler la Lune essentiellement pour, comme tu l'as dit, réinitialiser la Terre. Et te dit que certains d'entre eux vivent sur la Lune, du moins d'après la légende. Oui, tout à fait. C'est ce que, oui, d'après leur légende, en fait, il y aurait eu, en quelque sorte, une guerre qui a opposé deux frères de ces êtres. Le vainqueur est parti s'installer sur la Lune. Et quant au perdant, il a choisi de vivre dans l'océan et sous terre. Comment les ovnis sont-ils mêlés? Oui, alors c'est toujours ça. C'est vraiment la partie qui, honnêtement, m'a le plus surpris parce que beaucoup de gens qui affirment avoir vu ces êtres décrivent aussi des formes. La plupart du temps, je n'ai jamais entendu personne dire « Ah, ça ressemblait à un tic-tac ». J'entends juste « Ah, ça ressemblait à un disque ». Ils ne parlent pas d'autre forme que la soucoupe volante. J'ai compris. Ou alors des orbes. Ce sont vraiment les deux choses que j'entends le plus fréquemment quand on évoque ce qui est associé à ces êtres mystérieux. Et je n'ai jamais entendu dire, par exemple, « Oh, c'était un tic-tac ». Vous voyez? Oui, alors, des orbes et puis des soucoupes volantes, ou bien ce qu'on appelle des disques volants. Oui, oui. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Parce que nous avons genre des centaines de personnes qui étudient ces spécimens maintenant, genre de vrais médecins, et ils m'envoient genre « Oh, j'ai découvert ça ». Les chercheurs étaient-ils au courant? Et je demande, et parfois ils ne l'étaient pas. C'est comme... je suis en train de devenir, je suis devenu genre l'intermédiaire, donc je reçois tellement de données, si ça a du sens. Ça, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ça. Vous êtes un peu, vous savez, vous êtes vraiment comme ces grandes cités marchandes d'autrefois, ces véritables carrefours où absolument tout transitait. Donc, l'idée principale, c'est que ils sont toujours en vie, vivant dans ces, vous savez, systèmes de tunnels souterrains, de grottes au Pérou. Combien sont-ils? De combien de personnes parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une civilisation entière, pleinement fonctionnelle, ou bien parle-t-on d'un petit groupe qui a survécu? Je le comprends comme une civilisation à part entière. Ces objets submergés, n'est-ce pas? On dépose. Pensez-vous que certaines de ces observations de SNI, vous savez, pourraient provenir de ces êtres, ces fameux tridactyles? C'est ce que je crois personnellement. Ce qui me fascine, c'est vraiment cet aspect-là. Parce que tous les autres se concentrent sur toutes les autres parties des tridactyles. Et que c'est un angle vraiment intéressant pour moi. Parce que je me dis, eh bien, s'ils sont vivants, trouvons un être vivant. On va en capturer un et le ramener, et ça prouvera à tous les autres spécimens que vous avez qui ne sont plus en vie, pas vrai? Ceux qui ont été conservés. Est-ce qu'il y a un quelconque effort qui a été fait par qui que ce soit, même s'ils ne sont absolument pas liés à Jaime Maussan? N'importe qui, vraiment, n'importe qui. Y a-t-il un effort pour aller tenter de... Peut-être que le mot capture n'est pas le plus juste, mais plutôt un peu comme dans Jurassic Park, genre aller chercher certains de ces êtres et les ramener ici, dans notre monde? Vous savez qui, à mon avis, serait probablement le plus à même de réussir cela, ce serait l'Institut Antaly. Juste parce que, à mon humble avis, ils ont une bien meilleure longueur d'avance sur les efforts de Jaime et de son équipe. Simplement parce qu'ils mènent réellement des recherches sur le terrain. Donc, si quelqu'un parvient à en trouver un vivant ou à en enregistrer un, il y a de fortes chances que ce soit eux. Encore une fois, mais je voulais juste te remercier pour ton temps et d'avoir pris le temps de me parler. Ah non, de rien. C'était un plaisir de te parler, Patrick. Tu prends bien soin de toi, d'accord?
Génial, mec. Et si vous avez la moindre question, vous êtes toujours libre de m'envoyer un message. Si vous avez besoin d'aide, si vous vous rendez au Pérou pour voir ces spécimens, vous pouvez m'envoyer un message et je vous aiderai. Donc, vous êtes libre de me contacter et j'essaierai de vous aider à obtenir l'accès au corps. C'est génial, Gonzalo. Je t'apprécie vraiment énormément, mon ami. Merci infiniment pour tout. Passe une excellente fin de journée. Il n'y a pas de quoi. Passe une bonne journée, mon pote. Merci. Passe une bonne journée. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur absolue? Non, mais c'est pas possible. Je n'en crois pas mes yeux. Que? Ouah! Ces créatures sont-elles encore en vie? Vous êtes sûrs, les amis? Enfin, Gonzalo semble convaincu et c'est un type bien, ça se voit. C'est juste un type vraiment honnête et bien qu'il croit vraiment. Je ne sais plus vraiment quoi penser. Une grande partie de moi pensait juste que tout ça, c'était des conneries. Je ne sais pas. Je dirais juste, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est fascinant qu'ils continuent de vivre et de courir dans une civilisation souterraine, à jouer de la musique. Tu sais, ils vivent, ils prospèrent. Toute une civilisation sous terre dans ces tunnels. Oui, tellement plus de questions. Il y a tellement plus à cela. Devrais-je, l'année prochaine, essayer d'aller voir ces corps et peut-être poser davantage de questions sur les vivants? Je pense que je dois absolument faire un voyage au Pérou l'année prochaine. C'est ce qui, je crois, doit se produire. Oh là là. C'était en plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin. Une lumière à la fenêtre, maintenant je lève les yeux vers lui, un extraterrestre. À 3 heures du matin. Ici.